Alors, Medagri 2022, ça se passe au Parc des Expositions d'Avignon. Donc, évidemment, on a le plaisir de recevoir Christian Roxy, qui est donc élu à la mairie d'Avignon en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Et vous nous avez fait une surprise. Vous êtes venu donc avec Hugues Fortuna, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, qui fait un travail tout à fait remarquable à la cuisine centrale d'Avignon. Alors Christian, si on vous dit Avignon agriculture, Avignon alimentation, vous me répondez? Écoutez, on est très content d'avoir fait le doublé. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons toujours travaillé avec les agriculteurs, et surtout sur Avignon, il y en a à peu près 70. Donc ça représente quand même beaucoup de terres agricoles entre la Barthelasse, le long de la Durance et Montfavet. Donc ça représente des superficies importantes et qui sont donc laissées toujours à l'agriculture et avec de plus en plus de défense. C'est-à-dire qu'on a cette année passé donc, des terres agricoles qui sont situées sur les coteaux d'Avignon en zone agricole protégée. Donc il y a à peu près plus de 100 hectares qui sont passés protégés. Et ce qui nous a protégés le plus par rapport toujours aux agriculteurs, c'est tous les PPRI, que ce soit de la Durance ou du Rhône, qui ont protégé les terres puisqu'il n'y avait pas de possibilité de construction. Et donc, nos agriculteurs ont pu continuer à travailler sans avoir cette pression de l'urbanisation. Donc ça a été le premier point, c'est de dire défendons les terres agricoles. Il y a eu un vrai travail très, très fort sur la préservation du foncier agricole sur Avignon. Bien sûr. Le résultat, c'est qu'il y a des agriculteurs. Oui, il y a même Madame le maire qui a pris la décision pour le PLU de 2022 d'enlever des terres qui étaient urbanisées et elle les a passées en zone agricole. Eh bien, dis donc, ils ne sont pas nombreux à voilà, prendre donc ce genre ça, de décision. ça se voit pas trop souvent. Non, c'est une très belle décision. On le sait, le foncier, c'est le premier enjeu pour un agriculteur sans terre. Il ne peut pas travailler. Le fait d'avoir pu préserver ces terres agricoles et donc d'installer aussi des agriculteurs, le fait d'avoir autant d'agriculteurs, Hugues, sur le territoire, est-ce que c'est ce qui rend possible le travail d'une cuisine centrale comme vous la conduisez aujourd'hui? C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup avec les agriculteurs du cru. Alors tout à fait, oui. Il faut savoir quand même qu'au-delà des agriculteurs, il y a aussi les transformateurs de proximité qui s'approvisionnent chez les agriculteurs. C'est toute une chaîne qui fait vous avez raison de le rappeler. Qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a ce bassin immédiat, ce creuset dans lequel on peut puiser. Et il faut surtout garder à l'esprit que tout ça est devenu possible grâce à un retour en régie municipale de la restauration scolaire. Aujourd'hui, acteur public... En quelle année ça? En 2015. 2015, 1er septembre 2015, après 16 années de délégation de service public sur sa restauration. Alors, quelques chiffres quand même pour vous donner une idée de l'importance du chantier. C'est 4 à 6 000 couverts chaque jour servis à l'ensemble des écoles d'Avignon. Plus ensuite une partie aussi dans des restaurants personnes âgées. Mais pour revenir à cette volonté de pouvoir s'approvisionner en local, de pouvoir le faire, eh bien, ça a été possible grâce à la municipalisation. Madame le maire a résumé ça en une seule phrase, c'était l'axe stratégique, c'est municipaliser la restauration pour mieux manger. Dès le moment où vous avez ça dans votre, je dirais, dans votre cartable, vous savez la copie à rendre. Alors après, ça n'a pas été simple. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, on sait qu'il faut de la volonté politique, c'est nécessaire, mais parfois ce n'est pas suffisant, ou en tout cas, ce n'est pas si simple. On peut être confronté à plein de freins, parce que finalement, travailler avec nos agriculteurs pour alimenter une cuisine centrale, ça paraît évident. Eh bien non, ça ne l'est pas. Pour plein de raisons. Alors, est-ce que vous pouvez nous évoquer très concrètement, nous partager votre expérience? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en œuvre? Alors, le plus compliqué avant tout, c'est de se dire, effectivement, il y a des agriculteurs autour de nous, mais c'est déjà de se connaître et de se rencontrer, et savoir à quelle échelle on travaille. Un agriculteur n'est pas forcément dimensionné pour travailler avec une cuisine centrale qui veut, lorsqu'elle va faire 6 000 couverts par jour,
immédiatement ou disons instantanément 500, 600, 700 kilos de produits. Donc, de fait, il a d'abord fallu se connaître. Et cette connaissance, elle est venue à travers énormément de rencontres, chambres d'agriculture, forums, et toutes ces réunions possibles dans lesquelles on a appris à se connaître, à échanger, de façon à pouvoir inverser la tendance et faire de points bloquants des points qui sont devenus ensuite des points forts. Qu'est-ce qui a été les points bloquants pour, par exemple, les agriculteurs? Ou pour vous, on parle souvent de la question de, oui, on a l'approvisionnement, on n'est pas sûr, on doit préparer les menus suffisamment à l'avance, mais on ne sait pas si l'agriculteur aura ses fraises à temps. Est-ce que ça, par exemple, c'était un sujet? Mais c'est l'un des sujets principaux. Donc ça, c'est bien vu parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est l'anticipation chez les deux qui va amener effectivement cette possibilité de travailler ensemble. Faire les menus à l'avance, ça peut paraître contraignant, mais en réalité, c'est une nécessité dans le sens où la loi oblige l'acteur public à afficher au moins 20 menus à l'avance de façon à présenter un cycle dit de GEMRCN. Bon, je vous épargnerai le reste en termes d'expression de jargon spécifique. Donc on a eu l'idée de faire de fait une prévision beaucoup plus longue et qui rentrait cette fois-ci dans la temporalité de l'agriculteur. Et la temporalité de l'agriculteur, c'est ses plans de mise en culture, oui. Sa saisonnalité propre. Et nous, ça nous a permis aussi de connaître la réalité de la saisonnalité des produits. Et pour sortir des aberrations comme des tomates au mois d'octobre ou au mois de novembre ou de placer des courgettes au mois d'avril, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, donc on a travaillé à cette temporalité. On a travaillé aussi en exprimant les volumes. Oui. Et dès le moment où on est rentré dans ce système-là, de leur côté, les agriculteurs ont pu soit faire le choix de travailler avec nous. Alors on n'était pas du tout dans l'esprit VIP, travailler avec nous. Non, non. On vous dit, voilà, nous, dans 4 mois, on a besoin de 600 kilos de courgettes. Qui est intéressé ? Et c'est là où on s'est aperçu que ces agriculteurs eux-mêmes, de leur côté, ont aussi travaillé. On les a retrouvés ensuite regroupés à travers des collectifs, comme En Direct de nos fermes, qui est aujourd'hui une structure avec qui nous travaillons de façon très régulière, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie vraiment agricole. Ensuite, la cuisine centrale d'Avignon, toutes les cuisines centrales n'ont pas le même profil. Et la cuisine centrale d'Avignon, c'est une cuisine centrale qui est très petite, 600 mètres carrés. Et on a surtout un outil qui manque, c'est une légumerie. Alors, qu'est-ce que c'est une légumerie ? Eh bien, une légumerie, c'est tout simplement l'endroit où on épluche les patates. Et oui. Alors si à la maison, c'est l'évier, dans la cuisine, je vois mal 1,5 tonne de pommes de terre sur l'évier de la cuisine. Oui, c'est ça. Donc, mais je me trompe ou il y a un projet de légumerie où il est sorti de terre ou je rêve ou j'ai une vision à la Madame Irma ? C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. On avait effectivement au départ, je dirais dans la volonté de la municipalité de rebasculer à l'autogestion, il y avait cette volonté de construire d'abord une légumerie. Et ensuite, on a eu la chance, aux alentours de 2016, de rencontrer un projet de légumerie sur le territoire. Et parfois, il faut savoir comprendre qu'externaliser, ça peut avoir aussi du sens. Et donc, on a contractualisé. Alors aujourd'hui, on contractualise de façon même très importante avec une légumerie, la légumerie solidaire, les Jardins de Solène à Pernes. Voilà, les Jardins de Solène qui fait un travail remarquable. Et d'insertion aussi. Complètement. 80% de ces travailleurs sont des travailleurs en situation de handicap ou en cours de réinsertion. Et ils font un travail formidable avec qui on a noué véritablement un partenariat parce que au-delà de seulement éplucher les légumes, il faut savoir qu'ils nous découpent tout à façon, comme on l'entend, comme on le sous-entend, des choses auxquelles on n'aurait pas accès si on travaillait avec l'agroalimentaire ou l'agro-industrie. Là, on est vraiment sur du sur-mesure pour nous et pour elles. Donc vous avez trouvé la solution parce que c'est vrai qu'on entend aussi souvent cet obstacle de dire mais oui mais il faut les traiter les légumes, c'est pas évident, enfin il faut les éplucher, etc. Donc là vous avez trouvé une solution. Un autre frein, je pense par exemple au côté un peu administratif qui est pas toujours simple, faut le reconnaître. Moi j'ai entendu des agriculteurs dire bah ouais non mais c'est trop compliqué parce qu'il leur faut les factures en X exemplaires et le bon de commande il doit passer sur la plateforme et le machin. Bon, comment on fait ? Vous avez réussi à trouver des voies de simplification sur ces sujets ou finalement les agriculteurs se sont habitués Peut-être avant de répondre à cette question, ce qu'il faut savoir aussi c'est que donc on est obligé d'avoir des marchés parce qu'en fonction des quantités et tout ça.
Et là, il y a quand même eu une rencontre qui a été faite avec le département et la Chambre d'agriculture qui avait mis en place AgriLocal 84. Une plateforme. Et cette plateforme donc, nous a permis de pouvoir, dans un premier temps, acheter pour un montant d'environ 40, peut-être c'était pas assez encore. Là. Alors, à l'époque, c'était 15, puis c'est 25 et aujourd'hui 40 000 euros. Voilà, 40 000 euros. Directement, on choisit la personne à qui on va acheter les légumes ou les fruits. Donc ça, compte tenu qu'on venait de commencer à se gérer tout seul, le gros problème, c'était de lancer des marchés. On était un peu... on ne savait pas trop comment faire. Donc là, ça nous a permis justement de rencontrer les agriculteurs et tout, et de notre côté de se former pour lancer les marchés. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont répondu par l'intermédiaire d'AgriLocal, on a pu faire des marchés avec eux, dont de montants beaucoup plus importants, et sur des durées pouvant aller jusqu'à 3 ans. Hein. Donc c'était quand même, on garantissait à l'agriculteur... Pour l'agriculteur aussi, c'est important d'avoir un peu de vision, donc un engagement sur 3 ans, bon, c'est déjà... Nous, ça nous a permis ça a été un bol d'air de pouvoir travailler comme ça. Bon, maintenant, je laisse Hugues continuer à répondre à la question. Non, mais je ne voulais pas noircir le tableau non plus. Peut-être que Hugues, vous allez me dire, mais non, mais aujourd'hui, c'est simple pour tout le monde. Mais on peut le dire quand même que c'est un peu compliqué. La complexité, elle reste présente. Je veux dire, chaque marché doit être, je dirais, justement calibré et bien dosé. Mais il faut savoir que dans la règle du Code des marchés publics, il est interdit notamment de parler de localité. Oui. Et le fait de ne pas parler de localisme sous-entend que l'on doit trouver, je dirais, les chemins de traverse. Les chemins de traverse pour pouvoir effectivement quand même aller, donc on parle de bilan carbone, on parle de choses comme ça, mais ça devient très vite très technique. Donc déjà pour nous à la réalisation c'est compliqué, mais ensuite il faut aussi s'assurer que l'agriculteur est en mesure de répondre. Et c'est là où tout le dimensionnement est important et où AgriLocal peut rester une plateforme. Mais je rappelle qu'AgriLocal, ce n'est pas notre outil à nous, c'est l'outil du département et que j'engage moi toutes les autres communes du département et d'autres départements à utiliser cette plateforme qui est un véritable tremplin et qui peut être suffisant dès le moment où on est une commune qui a 2000 ou 1500 couverts chaque jour. Je veux dire, les plafonds aujourd'hui annuels de 40 000 euros par nomenclature d'achat sont suffisants sans qu'on soit obligé forcément de contractualiser. D'accord. Il faut redynamiser ce système. C'est complexe, mais je veux dire, c'est largement surmontable. Aujourd'hui, vous arrivez à quel pourcentage à peu près de produits locaux dans vos menus ? Vous sauriez nous dire ? Alors oui, bien sûr. Ouh là là, c'est quelque chose qui est très actuel aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui un système déclaratif obligatoire de par la loi, Ma Cantine, dans lequel on doit déclarer le nombre de produits dits en SICO, donc les différents labels reconnus par la loi. Les SICO, les signes ces de fameux qualité. SICO, donc avec la bio et avec les produits locaux, mais au sens local, avec une véritable désignation spécifique. Et c'est nous qui faisons le choix d'intégrer ou pas, ou un IGP, etc. Et donc aujourd'hui, la ville d'Avignon alors il y a deux façons de comptabiliser le bio. Il y a la comptabilité officielle, c'est-à-dire la valeur financière, où là, à mon avis, on doit être aujourd'hui aux alentours de 55 à 60% à peu près. Il faut savoir qu'on était en dessous des 50%, mais on a fait un véritable bond en avant actuellement parce qu'il faut savoir que maintenant 100% du bœuf qui est servi à Avignon, c'est du bœuf qui non seulement est de race à viande et bio, mais en plus il est local. Ok, d'accord. Voilà. Mais si on compte comme je pense qu'il faut savoir le faire, c'est-à-dire comptabiliser au sens de la santé publique, puisque je rappelle quand même qu'il y a une volonté de santé publique dans ce système-là. Donc si on commence à comptabiliser de façon simple chaque composante pour une même valeur, donc un repas à 4 composantes, c'est 4 composantes à 25%, là on est aux alentours de 81% aujourd'hui de produits servis locaux ou bio à Avignon. Chapeau. Voilà. Chapeau.
Ah oui, bravo, bravo. Parce que effectivement, alors on s'était vu parce qu'aujourd'hui les projets alimentaires territoriaux sont des grands sujets sur nos différentes agglomérations et puis également en zone rurale. Et c'est vrai que la cuisine centrale, vous êtes venu, Hugues, raconter un petit peu la manière dont vous avez travaillé. Vous avez réussi à donc franchir tous ces obstacles. Qu'est-ce qui reste comme difficulté aujourd'hui dans un monde idéal? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Alors je dirais que pour la ville d'Avignon, c'est quelque chose qui a sa complexité du moment. Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, qu'avec les difficultés en approvisionnement, les pénuries qu'on a pu rencontrer, le mode d'achat en France aujourd'hui, il est simple. La restauration pour tout le monde est en première strate, la restauration commerciale est en deuxième strate et la restauration collective est en troisième strate. Donc ce qui n'est pas constaté comme étant une rupture en première ou en deuxième strate, l'est souvent en troisième strate. Ce qui fait que l'agro-industrie, dont nous ne pouvons pas nous départir, le poisson du Rhône n'est pas forcément quelque chose d'exploitable. Mais ce dont nous n'arrivons pas à nous départir, eh bien, nous sommes obligés d'aller le chercher dans l'agro-industrie. Mais d'autres produits, je vous parlais du bœuf tout à l'heure, il était beaucoup plus compliqué pour moi d'acheter chez le fournisseur national du bœuf que d'avoir aujourd'hui non seulement la certitude d'acheter du bœuf de qualité, mais en plus d'être sûr que les bêtes qui sont prévues pour être mises ensuite dans les assiettes, c'est bel et bien du bœuf qui est pour moi, puisque je vais voir l'agriculteur, je vais voir les bêtes auprès. Donc Bon, j'ai une question qui me brûlait là, je vais la poser, après tout on est un peu chez nous. Et cet éleveur ou ces éleveurs, vous les trouvez où? Vous descendez du côté de la Camargue ou vous montez du côté des Alpes dans notre région? Alors encore plus près. Dites-moi. Au bord du Gardon, à Montfrein, à 21 km d'ici. Ah oui. L'élevage de Mathieu Allemand, c'est de la limousine. C'est juste magnifique. D'accord. Bon, bah voilà, je voulais cette info. Les légumineuses, on en parle parce qu'on parle de viande. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet? Est-ce qu'on remet beaucoup de légumineuses dans les menus? Est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir... Christian qui fait... Non, mais il faut penser qu'il faut nourrir les gens. Eh oui. Vous savez que la ville d'Avignon... a beaucoup de gens qui sont, je dirais, au niveau du seuil de pauvreté. Donc il y a 3 élèves sur 10 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je sais. Donc, et je sais aussi que vous avez justement cette volonté. Le volet social est très important dans la démarche que vous menez. Et c'est pour ça que je parle des légumineuses. Parce que, est-ce que là, on a un levier d'action? Parce que la difficulté, c'est de faire bon et de ne pas augmenter trop le ticket repas. Alors comment on fait? Comment vous avez fait, vous, Hugues? Alors effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville d'Avignon ne propose plus qu'une seule viande par semaine, donc autant la mettre de qualité. Je vous parlais de bœuf bio, donc on est sur 80% en proposition en bœuf bio. Et ensuite, effectivement, on est sur une proposition en poisson, une proposition en œuf ou en nouveaux produits et une proposition végétarienne, avec naturellement, de fait, l'intégration de légumineuses dans les préparations. Alors aujourd'hui, je l'avoue, du fait de la vétusté de certains de nos matériels, nous avons encore recours à certains produits, alors sans soja, je le précise tout de suite, mais certains produits de l'agroalimentaire qui sont plutôt appréciés des enfants. Mais nous commençons à rentrer des recettes maison, comme des bolognaises de lentilles, des couscous de pois chiches, etc. Des cocharis égyptiens. Alors c'est un joli gloubi-boulga avec de la légumineuse, des pâtes, du riz. Tout est dedans, avec de la tomate légèrement épicée, c'est bien apprécié. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est encore une fois un de nos projets à court terme, puisque nous avons inscrit au budget le changement de nos matériels majeurs de cuisson sur le premier trimestre 2023, de façon à pouvoir non seulement beaucoup plus travailler de recettes maison en légumineuses, mais surtout en légumineuses locales. Oui, parce qu'il y en a. Il y en a. Alors j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qui nous manque ici, au local? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à trouver? La variété des fromages essentiellement. D'accord, principalement fromage. Maraîchage, fruits, légumes, on n'est pas mauvais. L'arbo sport. Tout le reste, ça, tout le reste, on trouve. On dit toujours que la Provence c'est le grenier nourricier, qu'on trouve tout de l'entrée jusqu'au dessert, en passant même par les condiments, c'est vrai? Alors oui et non. Ah. Oui et non. Alors pour avoir travaillé moi un petit peu dans toute la France et même sur des territoires hors métropole,
il n'y a pas de région inculte, il n'y a pas de région pauvre en France. Et chacun est capable de faire quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce qui a été fait à Avignon. De par la diversité de tout ce qui est offert, on est beaucoup dans des territoires où même si on parle de monoculture, en réalité, il y a encore un petit peu de polyculture. Bon, je ne vais pas parler des grandes étendues de maïs ou des grandes étendues céréalières de la Beauce. Mais disons, globalement, chaque région a ses richesses. Et je pense que les régions du nord de la France ne sont pas en reste. Je crois même qu'elles sont plus riches, et notamment sur la partie... Je suis allée dans la Beauce cet été, j'ai cru que j'allais m'évanouir devant ces paysages. Bien sûr. Hein, mais je vous dis, à part la Beauce, je veux dire, vous avez à côté de ça une vraie recherche à faire. Ouais. Une vraie recherche à faire. Qui croyait qu'on allait trouver du bœuf limousin bio à 21 km d'Avignon? Tout à fait. Je veux dire, tout le monde reste surpris. Vous savez qu'on fait même de l'élevage de vaches abondance et en bio à Monteux? Non. Et ben voilà. Alors, il y a quand même un point qu'il faut quand même citer, c'est le prix des repas. Oui, on parlait du ticket. Voilà, c'était la question. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire manger les enfants et nos anciens avec un ticket pas trop élevé, leur faire manger des produits locaux, majoritairement bio? Est-ce qu'on y arrive? Alors, on y arrive, puisque donc Hugues expliquera pourquoi, mais il y a le côté financier qui est important aussi. On voit souvent, aujourd'hui, toutes les municipalités qui augmentent les tarifs des cantines. Oui. Voilà. Ben nous, on fait le contraire. Donc, on a diminué le prix des repas. Vous avez diminué le prix des repas? On a diminué le prix des repas. Comment vous avez fait? Et sur 3 ans, ça va à peu près diminuer d'1 € le prix du repas. C'est énorme. Vous imaginez? Comment vous avez fait? Eh bien, justement, on a essayé de compenser pour faire ces économies, d'éviter qu'il y ait du gaspillage. Ah, et donc, on a compensé cela. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important aussi pour nos Avignonnais de manger correctement. Ah oui. Et aujourd'hui, donc, c'est un point qui est très important, c'est de pouvoir laisser l'accès à la cantine de tous ces enfants. En sachant que depuis quelques années, donc, le nombre de participants au repas de la cantine est en augmentation assez importante. Et qu'aujourd'hui, à Avignon, on paye le repas moins de 1 €. Ah ouais. Voilà, hein. Et donc on majoritairement. Mange bien. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que quand les enfants mangent bien à la cantine, ils y vont à la cantine. Hein. C'est pas... Voilà. Bien sûr. Donc, bah écoutez, bravo, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci de nous montrer que tout est possible, que c'est possible quand on le veut, quand il y a de la volonté, quand on donne les moyens de rendre les choses possibles, quand il y a de la créativité aussi en cuisine pour s'adapter. Et puis, longue vie à la cuisine centrale. Il y a des projets là à venir. Donc, vous avez eu la légumerie avec les jardins de Solène. Il y a des choses qui vont se passer. Alors, aujourd'hui, on travaille vraiment sur des projets qui doivent sortir du seul territoire de la cuisine centrale, parce que la cuisine centrale, au milieu d'un territoire qui est en reste, qui ne veut pas bouger, c'est inquiétant. Je veux dire, il faut que toutes les villes aujourd'hui aient cette même envie de faire quelque chose. Bien sûr. Et moi, je dis, à quelque part, tout le monde est capable de faire quelque chose. Il faut juste trouver quel est le fil conducteur pour y arriver. Et c'est là où je suis un peu en retrait parfois, justement, sur ces retours d'expérience, comme on vient de le faire, parce que ce qui est fait à Avignon, ça devient beaucoup plus compliqué quand on est à Pugeot, ou quand on est, et encore là je suis dans le Gard, mais disons, ou quand on est du côté de l'Oriole du Comtat, ou dans un village au pied du Ventoux. Parce que ce qui est un point fort pour nous est souvent un point bloquant pour les autres. Donc aujourd'hui, nous travaillons effectivement à aller vers les autres pour leur exprimer, au vu de tous ces contacts que l'on a eus, de ce réseau qu'on a réussi à construire avec nos partenaires producteurs, agriculteurs, transformateurs, pour leur exprimer une façon de pouvoir se regrouper peut-être pour faire quelque chose. Et recentrer tout le monde sur l'excellence de leur métier. Vous voyez, je vous ai juste mis de la focaccia, là, c'est alors, tout bête. c'est ça, parce que Christian, depuis tout à l'heure, il veut que je mange. Hein, voilà, mais je vais manger, je vais goûter. Mais qu'est-ce que ça coûte? Alors, dans le micro. Ah, où c'est Hugues? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une pâte à pain qui est roulée dans l'huile d'olive avec quelques herbes de Provence. Donc, c'est bio et c'est local. Et c'est mon boulanger qui fait ça. Non, dans le micro. Un boulanger qui sert, donc qui est à l'intérieur du mine, et qui sert l'ensemble des cuisines en pain bio.
On mange ça à la cantine? Oui. Pas mal. Et alors, un jour, il est venu avec sa Les fameuse... équipes sont là en train de regarder. Un jour, il est venu avec sa grande plaque de focaccia et dessus, il avait mis des jolis légumes du soleil grillés. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça génial et je lui ai dit, super, est-ce que tu peux m'en faire pour 2000? Et là, je l'ai vu blêmir et il m'a dit, trop compliqué pour moi. La nuit portant conseil, en fin de compte, ce qui est compliqué pour lui, c'est ce qui est dessus, ces fameux légumes du soleil. Ah oui. Ce qui est compliqué pour moi, c'est ça. Donc maintenant, je cuis les légumes, je les refroidis, je les conditionne, je les livre. Il fait la pâte parce qu'on s'est entendu avant et on fait effectivement des focaccia aux légumes du soleil pour tout le monde. Bon, il faut quand même reconnaître que vous avez un gars tout à fait exceptionnel à la tête de la cuisine centrale d'Avignon, Hugues Fortuna. Merci beaucoup pour ce témoignage. Christian, merci de nous accueillir ici à Avignon pour le Medagri 2022. On verra en 2024. Hein. Demain soir, on a la soirée des exposants. Ça va guincher, comme on dit. Vous serez là? Ah, je pense. Bah oui. Je vous dis donc à plus... À tout à l'heure. On se retrouve ici sur le plateau TV avec Arnaud Montebourg pour parler des amandes. C'est pas mal aussi. Vous voulez travailler les amandes, Hugues? Arnaud Montebourg? Ouais. Alors, je voudrais juste signaler que je trouve que vous avez un collier de badge qui n'est pas du tout approprié à vos propos depuis tout à l'heure. Vous avez métro. C'est Syrah je suis conservateur, justement. Moi, je ne jette pas. C'est le Syrah 2018. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci et un très bon salaud. Eh bien, nous aussi. À bientôt. Merci.